L'aube avait cette douceur trompeuse que seuls les grands fleuves savent fabriquer. Sur le Nil, le matin n'arrive pas comme une simple lumière. Il arrive comme une promesse. Les rives se réveillent lentement, les palmiers se découpent en silhouettes délicates, et l'eau prend un éclat d'or, presque religieux, comme si elle voulait convaincre l'homme qu'elle est docile. Les bateaux glissent sans bruit, les oiseaux tracent des arcs au-dessus des roseaux, et les touristes se sentent, pour quelques minutes, invités dans une peinture. C'est précisément ce genre de beauté qui fait baisser la garde. Le couple s'appelait Élise et Marc. Ils voyageaient depuis plusieurs jours, les yeux pleins de temples, de marchés, d'histoires anciennes. Ils n'étaient pas imprudents au sens vulgaire du terme. Ils étaient simplement séduits par la sensation qu'ils vivaient quelque chose de rare et que, dans un endroit aussi mythique, tout moment devait être capturé, conservé. Prouvé. Sur le pont du petit bateau de croisière, le guide répétait pourtant les mêmes phrases, calme et ferme. Ne pas descendre au bord de l'eau, ne pas s'éloigner, ne pas confondre le calme du fleuve avec l'absence de danger. Il parlait d'une voix mesurée, comme quelqu'un qui a vu des choses et qui a appris que le drame n'écoute pas les cris. Élise écoutait à moitié. Marc aussi. Il souriait, hochait la tête, puis échangeait ce regard complice que deux amoureux partagent quand ils pensent « nous, on fera attention, nous, on est plus intelligents ». C'est une pensée très humaine et très dangereuse. Quand le bateau s'arrêta pour une pause photo près d'une berge paisible, le groupe de visiteurs se rassembla à l'endroit indiqué. La vue était superbe. Les roseaux formaient un mur vert, le soleil se levait juste au-dessus et l'eau semblait presque immobile. Le guide montra un point précis, expliqua la légende locale sur des gardiens du fleuve, puis demanda aux gens de rester ensemble. Élise murmura à Marc qu'elle voulait une photo plus proche. Pas une photo banale, pas une photo comme tout le monde. Une photo qui ressemble à une confession intime, à un instant volé au monde. Marc, amoureux et fier, répondit qu'il trouverait l'angle parfait. Ils se regardèrent encore, et sans même décider officiellement de désobéir, ils firent simplement quelques pas seulement. Mais près d'un fleuve, quelques pas peuvent être une frontière. Le sol, près de l'eau, était humide et glissant. Il y avait des traces d'animaux effacées par les vagues de la nuit. La berge semblait solide, mais elle s'effritait par endroits, comme une croûte fragile sur une profondeur molle. Élise avança la première, s'arrêtant à une distance qu'elle jugeait safe. Marc la suivit, appareil à la main, concentré sur la composition, sur la lumière, sur le sourire d'Élise. Et pendant qu'il réglait l'image, le Nil fit ce que font les eaux anciennes. Il observa sans montrer. Tout était calme à la surface, mais sous la surface, la logique du prédateur travaillait déjà. Un crocodile ne surgit pas parce qu'il est soudain en colère. Il surgit parce que l'opportunité est simple. Une silhouette au bord, un mouvement, une vibration, un corps qui s'avance dans la zone où l'eau est un couloir. Élise vit d'abord les bulles, elles apparurent lentement, l'une après l'autre, comme si quelqu'un respirait juste sous la surface. Ce détail, minuscule, aurait pu être un poisson, un courant, n'importe quoi. Mais il y avait quelque chose d'étrange, la régularité, la patience. Une respiration qui ne semblait pas appartenir à un être fragile. Elle fronça les sourcils et recula d'un demi-pas. Marc, lui, ne regardait pas l'eau. Il regardait Élise à travers l'objectif. Il était en train de dire « Ne bouge plus, c'est parfait ». Et ce parfait, dans une scène naturelle, est parfois la phrase qui précède l'horreur. L'eau se plissa. Un frisson sombre glissa vers eux. Élise ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit, parce que, soudain, la surface explosa. Ce ne fut pas un mouvement lent ou lourd comme les gens l'imaginent. Ce fut rapide, sec, mécanique, une tête jaillit, une gueule s'ouvrit, et dans un claquement brutal, Marc fut arraché. Pas seulement attrapé, arraché. Il eut un cri, court, étranglé, un son d'incrédulité totale. Ses pieds cherchèrent un appui, ses mains attrapèrent l'air, puis il fut tiré vers l'eau, comme si le fleuve avait une corde autour de sa taille. L'appareil photo tomba sur la berge et glissa, s'arrêtant dans la boue. Élise hurla. Ce hurlement déclencha une panique immédiate dans le groupe plus haut. Des gens accoururent, le guide cria de rester en arrière. Certains se figèrent, d'autres se penchèrent, incapables d'accepter ce qu'ils voyaient. Marc se débattait, la moitié de son corps déjà dans l'eau, ses doigts grattant la terre comme un homme qui refuse d'être effacé. Le crocodile tira une seconde fois. Le fleuve engloutit Marc jusqu'au torse. La lutte fut horriblement brève, non parce que Marc n'avait pas de volonté, mais parce que la volonté ne pèse rien face à une mâchoire et à une masse d'eau. On vit un mouvement violent, une éclaboussure rouge, puis Marc disparut sous la surface. Et le plus terrifiant, c'est ce qui arriva ensuite. Le Nil redevint calme. Comme si rien ne s'était passé, juste quelques vagues qui s'éloignaient, quelques bulles qui remontaient,
et ce silence immense qui suit une catastrophe. Élise tomba à genoux, les mains dans la boue, hurlant le prénom de Marc encore et encore, comme si l'appeler pouvait le ramener à la surface. Le guide eut un réflexe de survie collective. Il attrapa Élise et la tira en arrière, loin du bord, sans douceur, mais avec une urgence nécessaire. Il ordonna au groupe de reculer, il cria aux employés du bateau de démarrer, de s'éloigner de la rive. Certains touristes pleuraient, d'autres restaient manteaux muets, le visage gelé. Élise se débattait, voulait retourner à l'eau. C'est là qu'on comprend une autre vérité. Les attaques ne détruisent pas seulement un corps, elles détruisent aussi la logique. Élise ne pensait plus. Elle voulait simplement récupérer l'homme qu'elle aimait, comme si l'amour pouvait négocier avec un prédateur. On la retint, on la prit dans des bras, on la força à respirer. On lui parla doucement, mais les mots étaient dérisoires. Elle regardait l'eau avec un regard qui n'appartenait plus au tourisme, mais au traumatisme. Le regard de quelqu'un qui vient de voir le monde avaler un être cher. Plus tard, quand les secours furent alertés, ils cherchèrent, ils patrouillèrent, ils observèrent ses traces. Ils eurent ces discussions techniques que les professionnels ont pour se protéger émotionnellement. Mais la vérité restait nue, le Nil avait pris et le Nil ne rend pas toujours. L'appareil photo, lui, fut récupéré. Il était boueux, trempé, mais la carte mémoire fonctionnait encore. Quelqu'un, par curiosité malsaine ou par devoir, regarda la dernière image. On y voyait Élise, souriante, et derrière elle, près de la surface, une forme sombre à peine visible, avec un éclat qui ressemblait à un œil. Cette photo devint une cicatrice visuelle, une preuve que le danger était là, déjà, avant même que l'humain ne comprenne. Et pourtant, au milieu de cette horreur, une chaleur demeura. Pas une chaleur joyeuse, une chaleur humaine. Les gens du bateau, qui ne connaissaient pas Élise, restèrent près d'elle pendant des heures. Une femme lui donna sa veste, un homme lui apporta de l'eau, lui essuya le visage. Le guide, pourtant habitué, s'assit à côté d'elle et resta silencieux, lui laissant un espace pour exister dans la douleur. Personne ne lui dit « tu aurais dû », personne ne lui reprocha. On sait parfois, dans les moments les plus sombres, choisir la compassion plutôt que la leçon. Élise ne repartit pas comme avant, mais elle repartit vivante, entourée. Et cette solidarité, dans un monde qui venait de lui arracher un avenir, fut la seule chose qui empêcha son cœur de se briser complètement. Dans le nord du Queensland, la pluie n'est pas seulement de l'eau. C'est une force. Elle tombe chaude, lourde, insistante, comme si le ciel voulait écraser la terre. Les routes deviennent des rivières, les fossés débordent, les champs se transforment en mares immenses, les animaux s'éparpillent, les clôtures cèdent, et le monde, en quelques heures, bascule d'un ordre rural à une sorte de chaos aquatique. La ferme des Harris avait survécu à beaucoup de saisons, des sécheresses, des vents, des inondations. C'était une exploitation modeste tenue par un père, Graham, et son fils, Liam. Liam avait 17 ans, un corps déjà solide, des mains toujours sales de travail et un humour simple qui tenait la maison debout. Depuis la mort de la mère, quelques années plus tôt, Liam était devenu plus qu'un fils. Il était le rythme, la lumière, l'énergie qui empêchait la tristesse de tout avaler. Ce soir-là, la pluie martelait le toit comme une armée. Le vent faisait gémir les tôles. Graham regardait les prévisions sur un vieux téléphone en secouant la tête. Il fallait vérifier les clôtures parce qu'une brèche signifie bétail perdu. Et bétail perdu, dans ce monde, signifie mois de travail détruit. Liam proposa d'y aller. Graham hésita. Il n'aimait pas laisser son fils sortir sous ce temps. Mais Liam était jeune, volontaire, et il connaissait le terrain. Il dit qu'il ferait vite. Il prit une lampe torche, enfila un imperméable, mais pas de bottes. Il préférait sentir le sol, disait-il, pour ne pas glisser. Graham le regarda partir avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Liam avançait dans la boue, la lampe balayant le chemin. Les mares grossissaient à vue d'œil. L'eau ruisselait le long des rigoles. Tout semblait vivant, mouvant, comme si la pluie réveillait des choses enfouies. À une centaine de mètres, il y avait un point bas, un coin du terrain qui se remplissait toujours d'eau en premier. Un endroit que Liam connaissait, sauf que cette fois, ce n'était plus une mare d'orage. C'était un bassin improvisé, sombre, profond, relié par des coulées d'eau à des zones plus lointaines. Et quand l'eau s'ouvre ainsi, elle devient une route pour ceux qui vivent dans l'eau. Liam arriva près de la clôture. Il vit une section affaissée. Il soupira, jura doucement et s'approcha pour la relever. Sa lampe éclairait le métal, la boue, les gouttes, mais elle n'éclairait pas ce qui attendait dans la mare. Il n'entendit pas l'approche. Parce que le vent et la pluie mangent les sons. Tout ce qu'il perçut, ce fut un mouvement, un changement dans l'eau, comme une pression qui se déplace. Il tourna la tête, et dans le faisceau tremblant de la lampe, il vit une forme, un crocodile immense, pas un petit reptile perdu, un vieux mâle massif,
déplacé par les inondations, peut-être sorti d'un cours d'eau voisin, peut-être échappé d'un élevage ou d'une zone de contrôle, sa taille était presque irréelle. Sa peau brillait sous la pluie. Son corps semblait fait pour être invincible. Liam resta figé une fraction de seconde, et cette fraction fut tout ce que le crocodile avait besoin. Il bondit. Le choc fut d'une violence qui n'appartient pas aux images de nature. C'est un choc de masse, de muscles, de mâchoires, comme si une porte d'acier venait de claquer sur de la chair. Liam fut saisi et projeté dans la boue. Son cri se perdit dans l'orage, mais la ferme, malgré le bruit, entendit quelque chose. Pas le cri. Le silence soudain après. Ce silence est un signal pour les parents. Un père ressent quand un son s'arrête trop brutalement. Graham sortit. Il cria le prénom de Liam. Pas de réponse. Il courut sous la pluie, glissant, jurant, le cœur battant trop vite. Il attrapa un fusil, plus par instinct que par volonté de tuer, et se dirigea vers le point bas. Le faisceau de sa lampe coupa la nuit, et ce qu'il vit le transforma. Liam était au sol, tiré vers l'eau. Il se débattait, les mains dans la boue, les yeux grands, terrorisé. Le crocodile le tirait méthodiquement vers la mare. Graham hurla et tira. Le premier tir éclata trop haut, le second frappa l'eau. Le crocodile ne lâcha pas. Il semblait presque en colère, ou plutôt déterminé. Graham rechargea, tira encore. Cette fois, il toucha. Un éclat de sang se mêla à la pluie. Le crocodile secoua la tête, comme irrité, serra plus fort. Graham courut vers eux. C'était fou, il le savait, mais la logique s'efface quand c'est votre enfant. Il frappa le crocodile avec la crosse. Il hurla, il frappa, il tira à bout portant quand il put. Un moment, le crocodile lâcha pour repositionner. Graham attrapa Liam. Il le tira en arrière de toutes ses forces. Liam glissait, inerte par moments, puis se réveillait dans un spasme. Graham le tira hors du bord. Le crocodile, blessé, replongea, puis rejaillit, comme s'il refusait. Graham tira encore. Dans l'eau, le crocodile tourna, battit la queue, puis disparut. Graham porta Liam dans ses bras. Il courait sous la pluie comme un homme poursuivi. Il n'avait plus de souffle, plus de force, seulement une volonté brute. Ramener son fils à la maison, le garder vivant, le tenir. À la ferme, il appela les secours. Il compressa les blessures avec des serviettes. Il parlait à Liam, répétant « Reste avec moi, reste avec moi ». Liam ouvrit les yeux, murmura quelque chose d'incompréhensible, puis sombra. Liam survécut, mais son corps fut marqué. Et plus encore, son père fut marqué. Les jours suivants, la communauté se rassembla. Des voisins réparèrent les clôtures, d'autres apportèrent de la nourriture. Certains restèrent la nuit parce que Graham n'arrivait plus à dormir sans entendre la pluie dans sa tête. Liam, sur son lit, souriait parfois faiblement, et ce sourire était une victoire silencieuse contre la gueule de la crue. On retrouva le crocodile plus tard, échoué dans une zone boueuse, affaibli par ses blessures. Graham ne ressentit pas de triomphe. Il le regarda seulement avec cette fatigue immense des hommes qui comprennent que ce n'était pas une bête démoniaque, mais une force de nature déplacée par une force encore plus grande, l'eau. Il murmura, d'une voix cassée, quelque chose qui ressemblait à une paix. Impossible, finissons-en. Et dans cette histoire, malgré la violence, malgré le sang, malgré l'horreur, il y a une chaleur qui reste. La communauté qui se serre autour d'un père, la main d'un voisin sur une épaule, les repas déposés sans qu'on demande, et surtout cette image. Un père, trempé, tremblant, portant son fils contre lui comme si l'amour devait peser plus lourd qu'un crocodile. Le matin du festival avait cette énergie particulière des jours où tout le monde veut croire à la bénédiction. Dans la chaleur humide de la Thaïlande, les rues autour du temple se remplissaient tôt. Des familles arrivaient avec des paniers de fruits, des fleurs, des tissus colorés. Les enfants couraient, les vieux marchaient lentement, et les marchands installaient leurs étals comme si le monde n'avait jamais connu la peur. On entendait déjà les tambours au loin, cette cadence répétitive qui donne l'impression qu'un chœur gigantesque bat sous la ville. Le temple lui-même était ancien, sombre, couvert de statues usées par la pluie et le temps. Il n'avait pas la grandeur arrogante des monuments modernes. Il avait plutôt ce poids silencieux des lieux qui ont vu des milliers de prières et qui n'ont jamais promis de réponse. Les murs étaient froids à l'ombre, les pierres humides. Et derrière le sanctuaire principal, il y avait le bassin. Le bassin était le cœur du rite. Une étendue d'eau verte, opaque, entourée d'une balustrade basse. On racontait que depuis des générations, des crocodiles vivaient là, nourris et respectés. Les habitants disaient qu'ils étaient des gardiens, des esprits d'eau, des témoins d'un pacte ancien entre l'homme et la nature. L'homme offre, l'animal reste, et le temple reste protégé. On répétait parfois des phrases comme « ils ne font de mal à personne ici » ou « ils comprennent qu'ils sont sacrés ». Ce genre de phrase naît quand un danger a été toléré si longtemps qu'on finit par le romantiser. Les moines, eux, ne romantisaient pas. Ils avaient le visage calme, mais leurs gestes étaient précis.
Il ne s'approchait jamais trop. Il déposait les offrandes à des endroits bien définis, avec une lenteur prudente. Il parlait aux crocodiles à voix basse, non comme à des animaux domestiques, mais comme à des forces. Il savait qu'un crocodile n'est pas fidèle à une tradition. Il est fidèle à son corps. Ce jour-là, la foule était plus grande que d'habitude. Un groupe de visiteurs étrangers, guidés par un homme local, se pressait autour de la balustrade. Parmi eux se trouvait un touriste nommé Vincent. Un homme énergique, toujours souriant, toujours prêt à filmer, à commenter, à plaisanter. Il n'était pas méchant. Il était simplement emporté par ce mélange dangereux de curiosité et de confiance. Quand on visite un lieu sacré, on croit que le sacré nous protège. Vincent tenait son téléphone comme une extension de sa main. Il voulait tout capter. Les chants, les tambours, la fumée d'encens, les moines et surtout les crocodiles. Il avait entendu dire que le moment du nourrissage était spectaculaire, qu'on verrait les mâchoires s'ouvrir, que l'eau bouillirait. Il imaginait une scène intense mais contrôlée, une bonne séquence. Quand les moines commencèrent le rite, le silence se fit progressivement. Le tambour ralentit, les gens se serrèrent. On entendait des murmures, puis des respirations. Un moine âgé s'avança, portant un plateau de poissons. Il ne se pencha pas vers l'eau. Il posa l'offrande sur une pierre plate, à une distance calculée. Un autre moine récita une prière. La foule, impressionnée, regardait l'eau comme on regarde un théâtre dont le rideau n'est pas encore levé. L'eau, d'abord, ne bougea pas. Puis une bulle, puis une seconde, puis une onde lente. Des lignes sombres apparurent, comme des troncs qui flottent. Mais ce n'était pas du bois. C'étaient des dos, des têtes, des formes lourdes qui se rapprochaient. Les crocodiles avançaient sans éclat, sans agitation inutile. Leur présence était presque élégante dans cette lenteur d'armure vivante. Certains enfants reculèrent, d'autres, fascinés, avancèrent. Vincent, lui, avança. Il voulait un plan plus proche, plus immersion. Il se faufila entre deux personnes, posa un pied sur une pierre plus basse, puis se pencha au-dessus de la balustrade. Un moine le vit et fit un geste immédiat, discret mais urgent. Reculez. Le guide local attrapa le bras de Vincent et murmura « Non, pas là ». Vincent rit doucement. Il avait ce rire des gens qui ne comprennent pas qu'ils viennent de poser le pied sur la ligne invisible. Il répondit qu'il faisait attention, qu'il ne toucherait pas l'eau, que c'était juste une seconde. Il leva son téléphone, zooma, chercha l'angle parfait. L'un des crocodiles s'arrêta net. C'est un détail que peu remarquèrent, mais le moine le sentit. Le crocodile, jusque-là en mouvement, s'immobilisa et leva légèrement la tête, comme s'il évaluait une autre possibilité que le poisson. Vincent, penché, était devenu une silhouette nette au-dessus de l'eau. Le poids de son corps vers l'avant, la vibration de sa voix, la proximité, tout cela était un message clair dans un langage sans mots. L'attaque fut fulgurante, un jaillissement sombre, une gueule qui s'ouvre, un claquement sec. Vincent eut à peine le temps de laisser échapper un cri court, un son incrédule, avant que la mâchoire ne se referme sur son avant-bras. Le téléphone vola, la foule hurla. Les tambours, dans un réflexe absurde, continuèrent une seconde de trop, comme si la musique refusait de croire à la réalité, puis s'arrêtèrent brusquement. Le crocodile tira, Vincent bascula contre la balustrade, son corps secoué par la douleur. Son visage se déforma, ses yeux s'écarquillèrent. Il essayait de tirer en arrière, mais la force était autre. Ce n'était pas une traction humaine, c'était une traction de fleuve, de muscles, de mécanique. Le guide local se jeta vers lui. Il attrapa Vincent par la taille, tentant de le ramener. Un autre homme saisit son bras libre. Deux femmes crièrent. Les enfants furent tirés en arrière. Les gens se bousculaient, certains immobilisés par la peur, d'autres pris par l'élan de sauver, tous coincés entre l'horreur et la foule. Les moines réagirent sans panique. Le moine âgé saisit une longue perche de bambou et frappa la surface de l'eau près de la tête du crocodile, cherchant à le désorienter. Un second moine attrapa une corde, celle qu'ils utilisaient pour certaines cérémonies, et la lança vers Vincent. Le moine ne criait pas. Sa voix restait basse, mais ferme comme une consigne au milieu d'un incendie. Tenez-le, tirez ensemble, ne tombez pas. Vincent hurlait. Chaque seconde semblait le déchirer. Le crocodile serrait, secouait. On entendait le frottement de la balustrade, les pieds qui glissent. Le guide local, rouge de peur et de détermination, criait aux gens de reculer pour faire de la place. Mais la foule, en se reculant, faisait aussi tomber certains dans d'autres. Une femme trébucha, un enfant pleura, la panique se propagea. Et au milieu de cette confusion, le crocodile tira encore. Vincent fut tiré plus bas, son torse touchant presque la pierre humide. Le guide local sentit que si Vincent basculait, c'était fini. Il prit alors un geste désespéré, il attrapa une pierre lourde posée près du bassin, destinée au rituel, et la frappa contre le museau du crocodile. Le son fut sourd. Le crocodile secoua la tête, irrité.
Mais il relâcha d'une fraction pour repositionner sa morsure. Cette fraction fut la fenêtre. Les hommes tirèrent Vincent d'un coup, tous ensemble. Le moine, avec sa perche, repoussa la tête juste assez. Vincent fut arraché à la balustrade et tomba en arrière sur la pierre sèche. Il s'effondra, haletant, pâle, le bras ouvert, saignant, son visage tordu entre douleur et choc. Le crocodile replongea. Il disparut sous la surface verte et l'eau se referma comme si elle effaçait la scène. Le rite était brisé. La foule tremblait. Les tambours ne reprirent pas. Les chants s'étaient transformés en murmures. Les moines transportèrent Vincent à l'intérieur du temple, loin de l'eau. On le posa sur des nattes. Une femme du village, infirmière, arriva en courant. Elle compressa la plaie, parla doucement, força Vincent à respirer. Le guide local s'assit près de lui, trempé de sueur, tremblant, répétant qu'il était désolé, qu'il aurait dû le retenir. Vincent, dans un souffle, dit seulement « Je voulais juste filmer ». Et cette phrase, si simple, si humaine, porta toute la tragédie moderne. Vouloir capturer le monde au lieu de le respecter. Le lendemain, le temple plaça des barrières plus hautes, on déplaça le rituel, on le fit plus loin, plus discret. Les enfants apprirent que le sacré ne neutralise pas les mâchoires. Et malgré la violence, malgré le sang, une chaleur resta dans ce chapitre, celle des moines qui n'ont pas condamné Vincent, celle des inconnus qui ont tiré ensemble, celle d'un guide qui, malgré le chaos, n'a pas abandonné. La mangrove ne prévient pas, elle absorbe. Elle est faite de racines qui sortent de l'eau comme des doigts, de boue qui aspire, d'ombre qui se déplace. On y marche avec prudence, parce que le sol n'a rien de solide. Un pas trop lourd et vous glissez. Un pas trop léger et vous vous perdez. Les insectes bourdonnent partout, les oiseaux crient haut. Et l'eau, toujours proche, semble écouter. Yao connaissait cette mangrove comme on connaît un vieux voisin, avec respect et méfiance. Il était pêcheur, comme son père avant lui, pas riche, pas célèbre, un homme simple mais intelligent, qui avait appris à lire les signes. Il savait où les poissons se rassemblent, où les crabes se cachent, où les courants changent. Il savait aussi que dans la mangrove, l'homme n'est pas toujours au sommet. Ce matin-là, le ciel était bas, lourd, presque métallique. L'air annonçait une pluie ou une chaleur étouffante. Yao voulait rentrer tôt parce qu'il avait promis d'aider sa sœur à réparer le toit. Il portait un filet, un petit couteau et une vieille machette que tout pêcheur transporte comme une extension de sa sécurité. Il était seul, pas par bravoure, par nécessité. Il avança entre les racines. Le chemin était étroit, la boue collait à ses pieds. Il atteignit un petit bras d'eau où il avait déjà pêché plusieurs fois. L'endroit était parfait. L'eau y était un peu plus profonde. La végétation formait un abri pour les poissons et une légère brise empêchait les moustiques de devenir totalement fous. Yao jeta son filet. Les mailles s'ouvrirent, retombèrent et la surface se referma doucement. Il attendit, respirant lentement, écoutant les bruits. Il aimait ce moment où le monde semble suspendu, où l'homme se sent en paix avec la nature. Mais ce jour-là, la nature n'était pas en paix. Yao sentit une vibration, pas un bruit, une sensation. Comme si la boue sous ses pieds venait de bouger, il baissa les yeux et vit que la surface de l'eau, près des racines, était trop lisse, trop nette, comme si quelque chose retenait son souffle en dessous. Il recula légèrement et c'est là que son pied glissa. La boue, sournoise, céda sous lui. Il tenta de se rattraper à une racine, mais celle-ci était humide et glissante. Son corps bascula et il tomba dans l'eau jusqu'à la taille, puis jusqu'au torse. Le choc du froid le saisit. Il voulut se relever, mais la vase aspirait ses jambes. Il sentit une panique monter, non pas une panique hystérique, mais une panique physique. La sensation d'être détenu par le sol. Puis il sentit autre chose, une pression sur sa jambe. Un contact lourd, ferme. Yao tourna la tête et dans l'eau trouble, il vit une forme. Une tête, des yeux. La gueule s'ouvrit. Le crocodile, caché sous la vase et les racines, attendait exactement ce scénario. Un corps qui tombe, un corps coincé, un corps qui ne peut pas fuir. La morsure fut immédiate. Yao hurla, un cri qui se perdit entre les arbres, mais cela n'avait pas d'importance parce qu'il n'y avait personne. Le crocodile tira. Yao sentit sa jambe être arrachée vers l'avant. Il tenta de s'accrocher à une racine, ses doigts glissèrent, puis trouvèrent enfin une prise. Il s'agrippa avec une force désespérée. La douleur était immense, brûlante. L'eau se teinta de rouge autour de lui, un rouge sombre qui se mélangeait à la boue. Dans ce chaos, Yao fit quelque chose d'extraordinairement lucide. Il ne tenta pas de gagner contre le crocodile, il tenta de créer une seconde. Il sortit son couteau. Ses mains tremblaient. Le crocodile serrait. Mais Yao savait qu'il n'avait qu'un endroit à viser, là où l'animal est vulnérable. Pas l'armure du dos, pas les mâchoires, l'œil. La zone tendre, il planta le couteau. Une fois, le crocodile secoua la tête. Yao faillit lâcher la racine. Il planta encore, cette fois plus profond,
Plus précis, le crocodile relâcha un peu, non pas parce qu'il avait peur, mais parce que la douleur l'obligeait à ajuster. Et dans ce micro-relâchement, Yao arracha sa jambe hors de la gueule. Il ne se libéra pas entièrement, il se libéra assez. Il tira son corps vers la racine, remonta sur une zone plus ferme. Sa jambe saignait, sa peau ouverte. Il haletait, il ne pensait pas, il agissait, il rampa, se traîna, laissant une trace rouge sur la boue. Le crocodile, blessé, resta près de l'eau. Il ne le poursuivit pas longtemps. Peut-être parce qu'il était atteint, peut-être parce que la mangrove lui appartenait et qu'il n'avait pas besoin de courir. Il disparut sous les racines comme une ombre qui retourne à sa maison. Yao continua de ramper. Chaque mouvement était une torture. Ses bras brûlaient, son souffle se cassait, mais il voyait la sortie, la zone plus sèche, la ligne de terre. Il atteignit enfin une portion ferme, se releva à moitié, puis tomba encore, épuisé. Il finit par sortir. Il marcha en boitant, puis plus rien qu'un demi-pas, puis un autre. Il hurla enfin, appelant, et sa voix, cette fois, atteignit quelqu'un. Un enfant qui pêchait plus loin entendit et courut au village. Les villageois arrivèrent. Ils trouvèrent Yao allongé, couvert de boue et de sang, mais vivant. Ils le portèrent sur une planche. On compressa la plaie, on pria. On parla vite. On l'emmena vers un dispensaire avec une moto. Yao survécut. Il garda une cicatrice qui ne ment pas. Et pendant des semaines, les gens du village parlèrent d'une chose. La mangrove avait été rouge 3 jours. Rouge du sang du pêcheur, rouge du sang du crocodile, rouge comme un avertissement. Mais au cœur de cette histoire brutale, il y a aussi une chaleur. Celle du village qui a couru sans hésiter. Celle des mains qui ont porté Yao. Celle de sa sœur, qui pleurait en le voyant revenir, puis qui lui a tenu la main jusqu'à ce qu'il se calme. Celle aussi de Yao lui-même qui, malgré la douleur, a refusé de mourir seul dans la boue. Le marais du Congo avait cette beauté dangereuse qui ressemble à un piège tendu avec élégance. Au premier regard, tout semblait presque paisible. Une eau sombre qui glisse lentement entre des herbes hautes, des arbres tordus qui se penchent comme s'ils voulaient maintes boire, une brume légère qui accrochait la lumière du matin. Mais cette paix n'était pas une absence de violence, c'était une retenue. Une façon qu'a la nature de garder son arme cachée jusqu'au dernier instant. L'équipe de tournage était arrivée avant le lever du soleil. Ils avaient roulé longtemps sur des routes de terre, puis continué en pirogue, guidés par des hommes du coin qui parlaient peu et regardèrent l'eau plus qu'ils ne regardaient les visages. Leur projet était simple et ambitieux. Filmer la vie du marais, comprendre la cohabitation des villages avec les grands prédateurs, capturer l'authenticité. C'était un mot qu'ils aimaient parce qu'il donnait l'impression que l'image peut contenir la vérité. Le réalisateur s'appelait Demba, un homme méthodique, passionné. Il parlait de son documentaire comme d'un hommage. Il voulait montrer la force des pêcheurs, la dignité des guides, la beauté brute du fleuve. Il répétait souvent que l'équipe ne cherchait pas le sensationnel, qu'elle voulait la réalité. Mais la réalité, quand elle est filmée, devient parfois un appel inconscient au danger. Parce que la caméra adore les limites, et parce qu'un bon plan semble toujours exiger un pas de plus. Le caméraman s'appelait Jules, il était venu de loin, avec sa rigidité professionnelle et son amour de l'image. Jules avait 32 ans, et il avait ce regard de quelqu'un qui voit le monde en cadre. Quand il marchait, il évaluait la lumière, les lignes, les contrastes. Il était fier de son calme. Il disait souvent « Je ne panique jamais ». Et jusque-là, il avait raison. Il avait filmé des tempêtes, des manifestations, des zones de conflit. Il avait appris à respirer même quand les autres tremblent. Mais il n'avait pas appris à respirer face à l'eau. Le guide local, un homme nommé Nzambe, avait posé les règles dès le départ. Il n'avait pas un ton autoritaire. Il avait un ton fatigué. Comme quelqu'un qui sait que répéter les règles ne suffit pas toujours. Il expliqua que certains endroits du marais étaient démorphes des couloirs, que les crocodiles y circulaient comme des rois invisibles, que la surface de l'eau, parfois, ment. Il dit aussi une phrase simple, sans poésie. « Ici, tu peux mourir en 1 seconde si tu crois avoir le contrôle. » Demba acquiesça, Jules sourit, confiant. Ils progressèrent sur un petit bras d'eau, la pirogue avançant lentement. Les villageois à bord parlaient à voix basse, pointant parfois du doigt des traces sur les berges, des glissades dans la boue, des empreintes larges, des zones où la végétation était écrasée. Pour eux, ces signes étaient un langage. Pour l'équipe de tournage, ils devenaient des détails intéressants. Le plan de la journée était d'interviewer un pêcheur près d'un embarcadère. Un homme âgé qui avait vécu toute sa vie au bord de l'eau et qui racontait comment il reconnaissait la présence des crocodiles avant même de les voir. L'interview devait être intime, avec l'eau en arrière-plan, la lumière douce, la voix du pêcheur qui se mélange au bruit du marais. Quand ils arrivèrent, le pêcheur était là. Assis sur une planche, filets à côté de lui, regard calme. Il salua, sourit et commença à parler. Il racontait que l'eau est un voisin, parfois généreux,
parfois cruel. Il disait qu'un crocodile n'est jamais mauvais, qu'il est simplement un chasseur qui n'a pas besoin de votre permission. Jules filmait, concentré, capturant les rides, les gestes, les yeux, ces yeux qui portent une mémoire longue. Le problème, c'est que l'arrière-plan n'était pas parfait. Un buisson gênait un peu la ligne de fuite. Une branche coupait le reflet de l'eau. Et Jules, obsédé par la perfection, fit ce que font les gens d'image. Il chercha l'angle. Il se leva, doucement, caméra sur l'épaule et marcha sur une planche plus proche de l'eau. Le guide le vit et dit immédiatement « Non, reste là ». Mais Jules répondit que c'était juste pour une meilleure prise, qu'il restait sur le bois, qu'il faisait attention. Il avança encore. Ce bois, une vieille planche humide, était glissant. Un pas de moins et il aurait été en sécurité. Un pas de plus et il entra dans la zone où la caméra ne sert plus à rien. Jules se pencha au ras de l'eau. Il voulait un plan où le visage du pêcheur est en premier plan et où les reflets du marais bougent derrière, presque hypnotique. Il réussit. L'image était magnifique. La réalité, elle, était en train de se préparer. Le pêcheur, en parlant, s'arrêta brutalement. Ses yeux fixèrent un point derrière Jules. Il n'eut pas besoin d'expliquer. Le silence fut l'explication. Jules ne comprit pas tout de suite. Il continua une seconde, puis il sentit quelque chose, une vibration dans la planche, comme un frémissement venant de dessous. Il tourna la tête, et le temps se déchira. Une tête surgit, une gueule, un claquement sec. Le crocodile attrapa la caméra. Pas Jules au premier instant, la caméra. La mâchoire se referma sur l'appareil comme sur une proie étrange. Jules hurla, reculant, tirant sa caméra par réflexe, comme si l'objet faisait partie de lui. Et c'est dans ce tirage stupide, naturel, que le crocodile prit la seconde étape. Il attrapa le bras. La douleur fut immédiate, électrique. Jules sentit ses os vibrer. Son cri devint plus aigu. Il tomba à genoux sur la planche. L'eau éclaboussa. Le crocodile tirait, non pas vers lui, mais vers l'eau. Vers la logique du monde reptilien, te tirer là où tu ne peux pas respirer. À ce moment-là, tout le monde bougea. Le guide se jeta en avant avec une perche. Demba cria des ordres. Les villageois saisirent la planche, tentèrent de tirer Jules en arrière. Le pêcheur, pourtant âgé, attrapa une corde et la lança. Jules, dans la panique, tenta de s'y accrocher, ses doigts glissant, tremblants. La caméra tomba. Elle glissa dans l'eau, mais son enregistrement continua un instant, tourné vers le ciel, captant des éclats de voix, des pas, des cris, et ce bruit terrible, la mâchoire qui travaille. Le guide frappa le museau, une fois, deux fois. Le crocodile secoua la tête, mais il ne lâchait pas. Il enterrait ses dents. Jules pleurait de douleur, de peur. Il hurlait qu'il ne voulait pas mourir. Qu'il ne voulait pas. Le guide changea de cible. Avec une précision froide, il frappa près de l'œil. Le crocodile, agacé, hésita, relâcha un peu pour repositionner. Une fraction seulement, mais cette fraction suffit. Les hommes tirèrent Jules d'un coup. Il fut arraché au bord. Il tomba sur la terre, roulant, la main sur son bras mutilé. Le crocodile replongea aussitôt, emportant la caméra, comme un trophée silencieux. Le marais redevint calme, comme souvent. Jules respirait encore, mais sa respiration était saccadée. Hystérique, le sang coulait. Demba, tremblant, tenta de parler, mais ses mots ne sortaient pas. Le guide, lui, resta concentré, compressé, bandé, immobilisé. Ils transportèrent Jules dans la pirogue. Les minutes suivantes furent un tunnel. Des villages, des chemins, des appels, des cris, des mains sur le sang. Jules restait conscient par moments, répétant une phrase qui semblait absurde dans l'urgence. La caméra, ma caméra. Ce n'était pas l'objet, c'était ce qu'il symbolisait. Sa mission, son identité. Son contrôle. À l'hôpital, plus tard, Jules survécut. Il perdit une partie de la mobilité de son bras. Il eut des cicatrices, visibles et invisibles, mais il garda surtout un changement dans le regard. Quand il parla de cet événement, des semaines plus tard, il ne parla pas du crocodile comme d'un monstre. Il dit seulement « J'ai compris que l'image ne protège pas. L'image ne fait pas de toi un témoin invincible. Tu peux filmer la mort, et la mort peut te filmer aussi. » Et dans la chaleur de ce chapitre, malgré le sang, il reste cette chose, la rapidité des villageois et du guide, leur courage sans le spectacle, leur solidarité instinctive. Ils auraient pu se figer, ils auraient pu reculer. Ils ont avancé. Dans ce village d'Indonésie, le pont n'était pas seulement un pont. C'était une habitude, une routine quotidienne. Une ligne de bois tendue au-dessus d'une rivière brune, bordée de végétation dense, où l'eau semblait toujours en mouvement. Les adultes l'appelaient le vieux passage. Les enfants, eux, l'appelaient le chemin de l'école, comme si cela suffisait à le rendre inoffensif. Le pont grinçait. On le traversait en tenant son souffle, non pas par peur, mais par réflexe. Peur de tomber, peur que les planches cassent. Les habitants étaient ni pauvres, mais ils avaient un sens de la communauté. On réparait quand on pouvait. On clouait une planche ici. On remplaçait une corde là. Personne ne se disait que le pont pouvait devenir un théâtre de sang. Et pourtant, la rivière, en dessous,
n'était pas vide, elle était habitée. Depuis quelques semaines, les pêcheurs avaient remarqué des traces, des glissements dans la boue, des poissons disparus, une agitation inhabituelle des chiens au bord de l'eau. Certains parlaient d'un crocodile qui était remonté plus haut, attiré par la saison ou déplacé par une crue. Les anciens disaient aux enfants de ne pas jouer près des berges. Mais les enfants, eux, voient les avertissements comme des nuages, quelque chose qui passe au-dessus sans toucher le jeu. Le matin de l'incident, l'air était clair, un soleil doux, des rires. Les enfants traversaient le pont en groupe, avec leurs sacs, leurs uniformes, leurs chaussures parfois trop grandes. Parmi eux, il y avait Bima, 9 ans, petit, vif, toujours le premier à courir, toujours celui qui transformait tout en compétition. Bima avait un ballon rouge, un ballon vieux, dégonflé parfois, mais précieux. En traversant, Bima fit rebondir le ballon. Il le fit exprès, pour impressionner, pour rire. Les autres criaient son nom, l'encourageaient. Le ballon rebondit sur une planche humide, prit un angle étrange et roula entre deux lattes. Il tomba. Le ballon rouge tomba dans la rivière. Ce fut un silence instantané, puis des rires. Bima s'arrêta, regarda en bas. Le ballon flottait, lentement, emporté par un courant faible près de la berge. C'était à portée, pensa-t-il. Juste un petit détour. Il posa son sac, sans réfléchir. Ses camarades lui dirent de laisser, mais il sourit. Il sauta du pont sur la berge boueuse, ses pieds s'enfoncèrent, il avança, prudent au début, puis plus vite. Il tendit la main vers le ballon qui flottait à quelques mètres. Il entra dans l'eau jusqu'aux chevilles, puis aux mollets. L'eau était tiède, rien ne semblait dangereux. Il tendit, la main encore. Un camarade cria son prénom. Pas en rire, en panique, Bima tourna la tête, confus. Et il vit ce que l'autre avait vu, une ligne sombre qui se déplaçait sous la surface, silencieuse, directe. Bima recula. Trop tard, le crocodile surgit. Il n'y eut pas de lutte longue, ce ne fut pas une scène héroïque, ce fut un choc brutal, une gueule qui se ferme, et une traction. Bima disparut sous la surface comme si la rivière l'avait avalé. Les enfants hurlèrent, certains se mirent à courir vers le village, d'autres restèrent figés, incapables de bouger. Un petit garçon se jeta à genoux et se mit à pleurer. Une fillette cria le nom de Bima, encore et encore, comme si répéter le nom pouvait le tirer hors de l'eau. Des adultes arrivèrent en courant. Un homme se jeta vers la berge, regarda l'eau, vit un remous. Il prit un bâton et frappa la surface, hurlant. D'autres vinrent avec des machettes, des cordes. Mais on ne combat pas un crocodile dans sa rivière avec la panique comme arme. Ils cherchèrent, ils crièrent, ils firent des cercles sur la berge. Et la rivière, comme souvent, redevint calme. On retrouva le ballon rouge, plus loin, accroché à des herbes. Ce détail brisa tout le monde, parce que l'objet était là, innocent, tandis que l'enfant n'était plus là. Le village entra dans un état étrange, un mélange de colère, de tristesse, de culpabilité. Les mères serrèrent leurs enfants comme si le simple fait de les tenir pouvait les protéger du monde. Les pères parlaient fort, promettaient de tuer la bête. Mais dans leurs yeux, il y avait aussi la peur de l'eau qu'ils ont toujours côtoyée. Les jours suivants, ils détruisirent le pont. Pas par folie, mais par symbole. Ils ne voulaient plus que leurs enfants passent au-dessus de cette gorge d'eau comme si elle était une simple route. Ils construisirent un passage plus haut, plus solide. Ils posèrent des barrières près des berges. Ils firent des rondes. Ils enseignèrent aux enfants une nouvelle règle. L'eau n'est pas un terrain de jeu. Mais la pire partie, c'est que la vie continue. Les enfants retournèrent à l'école. Ils apprirent à traverser différemment. Ils se turent plus souvent. Et certains, le matin, regardaient la rivière avec des yeux d'adultes, ce qui est toujours une tragédie. Pourtant, il y eut aussi un geste de chaleur. Les camarades de Bima, sans qu'un adulte ne leur dise, commencèrent à déposer des fleurs près du nouveau passage. Pas tous les jours, mais souvent, comme une petite cérémonie, comme une façon de dire « nous n'oublions pas ». La mère de Bima, un matin, vint à son tour, elle resta longtemps sans parler, puis elle posa une petite balle rouge en caoutchouc sur la pierre. Un remplacement impossible, un symbole dérisoire, et elle murmura, d'une voix douce, « Je te garde ». Ce chapitre est brutal, parce qu'il est injuste, mais il est aussi profondément humain, parce qu'une communauté, même pauvre, peut transformer la douleur en protection, et l'absence en mémoire. Le safari avait commencé, comme commencent les illusions, avec une lumière parfaite. Le soleil descendait lentement sur l'Afrique du Sud, étirant des ombres longues au bord d'un fleuve large et paresseux. La peinture du ciel passait du bleu au cuivre, puis au rose, et l'eau, à cette heure, semblait presque immobile, comme si elle tenait son souffle pour admirer sa propre beauté. Les touristes, assis sur un véhicule ouvert, parlaient bas, excités, prêts à récolter des images incroyables. Ils voulaient l'adrénaline à distance, la sensation du danger sans toucher la morsure. Le guide s'appelait Temba,
Un homme d'une quarantaine d'années, grand, sec, les épaules solides, le regard clair. Il n'avait pas besoin de parler fort pour être écouté. Sa présence suffisait. Les rangers de la réserve le respectaient. Les chauffeurs le saluaient avec sérieux. Les nouveaux guides le regardaient comme on regarde quelqu'un qui a survécu à tout ce qu'on redoute. Et pourtant, Themba n'était pas arrogant. Il était précis. Il était prudent. Il avait cette intelligence du terrain qui vient quand on a appris que les animaux n'ont pas de méchanceté. Seulement des règles. Le groupe qui l'accompagnait était composé de 8 touristes, des gens aisés, venus chercher un moment unique. Ils avaient des vêtements clairs, des chapeaux, des lunettes, des appareils photo coûteux. Certains parlèrent de leurs abonnés, d'autres de leurs documentaires personnels, d'autres encore de cette expérience qu'on racontera toute la vie. Ils riaient souvent, mais ce rire, au fond, servait à calmer une nervosité qu'ils ne voulaient pas reconnaître. Themba leur avait donné des consignes simples. Ne jamais descendre du véhicule, ne jamais tendre les mains vers l'eau, ne jamais approcher la berge sans autorisation. Et surtout, ne jamais croire que la beauté d'un coucher de soleil rend la nature plus gentille. Ils acquiesçaient. Ils acquiescent toujours. Mais l'un d'eux, un homme nommé Kyle, avait ce regard impatient des gens qui pensent que les règles sont pour les autres. Kyle avait une caméra stabilisée, un sourire trop confiant et cette habitude de parler en filmant plutôt qu'en regardant. Il disait souvent « Ne vous inquiétez pas, j'ai fait ça partout ». Themba n'aimait pas cette phrase, parce que dans la brousse, partout ne veut rien dire. Chaque endroit a sa logique et sa violence particulière. Ils s'arrêtèrent près du fleuve parce que Themba avait repéré des hippopotames plus haut. Mais l'eau, à cet endroit, avait aussi une autre présence. Themba avait vu les traces sur la boue. Une glissade large, fraîche. Il avait observé le mouvement subtil d'un oiseau qui s'écarte. Il avait senti ce petit détail que seuls les hommes du terrain ressentent. Une tension au bord. Il coupa le moteur. Le véhicule se posa dans un silence étrange. On entendait seulement les insectes, quelques oiseaux, le souffle lointain du fleuve. Themba murmura « Regardez sans approcher ». Et à ce moment précis, Kyle leva sa caméra et dit « Je veux un plan au ras de l'eau ». Avant que Themba ne puisse répondre, Kyle posa un pied au sol. Themba se retourna vivement, la voix plus dure. « Remonte !» Kyle rit, comme si cet ordre était une forme de théâtre. Il dit qu'il restait à côté, qu'il voulait juste filmer le reflet du coucher de soleil sur la surface, que ce serait magnifique. 2 autres touristes l'encouragèrent, plus par excitation que par méchanceté. Ils parlaient du plan parfait. Themba descendit aussitôt. Il ne descendit pas pour jouer le héros. Il descendit parce qu'il comprit instantanément que le danger venait de s'ouvrir. Il prit son bâton, marcha vite vers Kyle et lui fit signe de reculer. Kyle recula de quelques pas, mais il continuait de filmer. Il était concentré sur l'image, pas sur l'eau. Themba, lui, regardait l'eau. Et il vit le signe, pas un saut, pas un monstre qui se dévoile. Un simple déplacement de la surface, une ligne sombre qui avance sans bruit le long de la berge. Le crocodile ne surgissait pas, comme un accident. Il venait comme une décision. Themba cria « Recule, maintenant !» Le mot « maintenant » n'était pas une exagération. C'était un compte à rebours. Kyle tourna la tête, confus. Et c'est cette seconde de confusion qui fut la porte. Le crocodile jaillit. La gueule se referma sur la jambe de Kyle avec un claquement si sec que le son sembla casser la lumière. Kyle hurla. Son cri fut si aigu, si brutal, qu'il arracha la joie au coucher de soleil. La caméra tomba, continua de filmer le sol et le ciel, captant des bruits de panique et des fragments d'horreur. Le crocodile tira. Kyle bascula vers la berge, glissant dans la boue. Themba n'hésita pas, il se plaça entre l'eau et Kyle comme un mur vivant. Il frappa le museau du crocodile avec son bâton, une fois, puis une seconde, cherchant à créer une douleur assez nette pour provoquer un relâchement. Le crocodile secoua la tête, agacé. Kyle hurlait, essayant de ramper. Les touristes, sur le véhicule, criaient, certains filmaient, d'autres pleuraient, incapables de bouger. Themba hurla vers eux. « Aidez-moi, corde !» Personne ne bougea immédiatement. Et ce moment-là fut presque plus terrible que l'attaque elle-même, ce moment où l'instinct humain se fige, où la peur transforme les adultes en statues. Ils étaient riches, ils étaient éduqués, ils avaient tout, mais devant une mâchoire, ils étaient redevenus primitifs. Themba comprit qu'il ne pouvait compter que sur lui-même. Il changea de stratégie. Il s'approcha plus près, malgré le risque, et frappa encore, mais cette fois avec une précision plus froide. Il visa près de l'œil. Le crocodile secoua violemment, l'eau éclaboussa. Kyle fut tiré encore plus bas. Themba sentit la berge glisser sous ses pieds. Il savait qu'un mauvais pas, et il serait le second à disparaître. Il cria une seconde fois, plus brutal. « Corde, maintenant !» Cette fois, une femme du groupe, Nadia, se réveilla. Elle ne calcula pas, ne réfléchit pas. Elle attrapa la corde d'urgence rangée sous un siège, la lança comme elle pouvait. Un autre homme, tremblant, aida à la dérouler. Nadia hurla à Themba. « Je l'ai !»
Temba attrapa la corde. Il la passa autour du torse de Kyle sans douceur, juste rapidement. Kyle pleurait, répétait qu'il ne voulait pas mourir. Temba serra la corde, cria aux touristes de tirer. Ils tirèrent, mal, puis mieux, puis tous ensemble. Temba frappa encore le crocodile, créant une seconde de désorganisation. Le crocodile relâcha un peu pour repositionner. Cette fraction de relâchement, Temba la transforma en ouverture. Ils tirèrent de Kyle en arrière. Kyle glissa hors de l'axe de l'eau, arrachant sa jambe de la gueule au prix de chair et de sang. Le crocodile claqua dans le vide et replongea dans un bruissement sombre. Kyle s'effondra sur la terre sèche. Il haletait, le visage blanc, les lèvres tremblantes. Sa jambe saignait abondamment. Temba s'agenouilla et comprima la blessure avec ce qu'il trouva. Un tissu, une chemise, n'importe quoi. Il parlait vite et calme malgré l'adrénaline, répétant des consignes, forçant Kyle à respirer. Les touristes descendirent enfin du véhicule. Cette fois, ils ne filmèrent plus. Ils avaient honte. Ils avaient peur. Ils avaient cette expression vide des gens qui viennent d'apprendre que la nature ne joue pas. Quand l'hélicoptère arriva plus tard, Temba resta assis près de Kyle. Kyle, dans un souffle, murmura « Je suis désolé ». Temba ne répondit pas avec colère. Il répondit épuisé. « Tu pensais que c'était un film ?» Puis il se détourna, regardant le fleuve redevenu calme. Et ce soir-là, une scène étrange se produisit dans l'ombre. Plusieurs touristes vinrent remercier Temba, les yeux humides. Nadia lui donna sa bouteille d'eau sans parler. Un homme lui tendit sa veste, pas comme un geste héroïque, mais comme une tentative maladroite de réparer le monde. Temba accepta sans sourire. Il savait que la gratitude n'efface pas la morsure, mais il sentit malgré tout une chaleur fragile. L'idée que même des gens figés par la peur peuvent se réveiller et que parfois, le courage d'un seul homme peut empêcher un drame total. En Louisiane, après une tempête, il y a un moment où les routes cessent d'exister. On a beau avoir des cartes, des panneaux, des repères, l'eau transforme tout. Des quartiers deviennent des îles, des parkings deviennent des lacs. Et les gens, coincés dans leur maison, attendent des secours comme on attend un miracle. La nuit, surtout, rend tout plus cruel. L'eau est noire, les débris flottent, les câbles électriques pendent, et chaque bruit semble venir d'un animal invisible. C'est dans cette nuit-là qu'une équipe médicale reçut un appel urgent. Un homme âgé, diabétique, venait de faire une crise sévère dans une zone isolée. Impossible de passer en ambulance. Trop d'eau, trop de débris. La seule option était une barge improvisée, un petit bateau utilitaire prêté par un voisin, et 3 soignants. Le docteur Reyes, une infirmière nommée Morgan et un ambulancier, Nate. Ils partirent avec des lampes frontales et un minimum de matériel. Le bateau avançait lentement, la coque grinçant contre les débris. L'eau, partout, semblait respirer. Reyes fixait la route d'eau, Morgan tenait le sac médical, Nate contrôlait le moteur. Ils étaient fatigués, trempés, mais concentrés. Leur mission ne devait pas être héroïque. Elle devait être simple, arriver, stabiliser, ramener. Ils atteignirent la maison, une petite habitation surélevée, entourée d'eau. La famille attendait sur le porche avec un mélange de panique et d'espoir. L'homme âgé, allongé, respirait difficilement. Reyes travailla vite, précis. Morgan posa une perfusion. Nate aida à soulever le patient sur une civière improvisée. Ils le chargèrent sur le bateau avec soin. La famille pleurait, remerciait, priait. Puis ils repartirent. La pluie recommença, fine, froide. Le vent se leva. Le moteur toussa une fois, puis 2 fois. Nate tapa sur le boîtier, jura à voix basse. Et le moteur s'arrêta. Le bateau se mit à dériver, le silence soudain fut immense. On n'entendait plus que l'eau et le vent. Morgan murmura « Je n'aime pas ça ». Reyes ne répondit pas tout de suite, il regardait la surface autour d'eux. Il connaissait les bayous, il savait qu'après une tempête, les alligators se déplacent. Les barrières naturelles tombent, les prédateurs entrent dans des zones où ils ne sont pas habitués à trouver des humains, mais où ils peuvent en trouver. Nate tenta de redémarrer. Un cliquetis, un effort, rien. Le patient, à demi conscient, murmura quelque chose d'étrange. Quelqu'un gratte. Reyes sentit ses muscles se tendre. Il balaya l'eau avec sa lampe. Le faisceau éclaira un reflet, puis un autre, un tronc flottant, une bouteille, rien, puis un mouvement juste à côté de la coque, une vague courte, comme un dos qui passe. Morgan étouffa un cri. Reyes vit alors la forme. Un alligator massif glissant près du bateau, attiré par le bruit, par l'odeur, par le chaos. Puis une seconde forme, plus petite, mais proche. Les animaux n'étaient pas en attaque immédiate, mais ils étaient là, et leur présence seule transformait le bateau en piège. Reyes prit une rame et frappa la surface. Nat cria « On doit bouger ». Morgan tenait le patient, tentant de le stabiliser, ses mains tremblant. Le patient, lui, gémissait. Le grand alligator tourna. Il approcha. La tête monta légèrement, comme pour voir ce qu'était cette chose flottante. Reyes frappa encore l'eau, plus fort. Nat saisit une lampe et la brandit.
essayant de faire peur. Morgan murmura des prières sans s'en rendre compte. Le bateau dérivait vers une zone où l'eau semblait plus profonde. Et puis le grand alligator bondit. Ce n'était pas un saut très haut, c'était un jaillissement lourd, comme un coup de bélier. La mâchoire claqua sur le bord de la coque, cherchant une prise. Le bateau bascula légèrement. Morgan cria. Le patient glissa. Nate attrapa la civière. Reyes, dans un réflexe purement médical et désespéré, saisit une seringue d'adrénaline. Il n'avait pas de harpon, pas de fusil, pas de force surhumaine. Il avait ce qu'il avait, un outil destiné à sauver une vie humaine. Et il l'utilisa comme une came de survie. Quand l'alligator leva la tête et ouvrit la gueule, Reyes planta la seringue dans la partie tendre. Pas profondément, mais assez pour provoquer une douleur nette. L'alligator secoua la tête dans une rage instantanée. La secousse fit trembler le bateau, mais l'animal recula. Surpris, irrité. Nate profita de la seconde pour frapper l'eau avec la rame. Morgan brandit la lampe et cria. Criant vraiment, pas pour faire peur à l'animal, mais pour se forcer à ne pas s'effondrer. Le grand alligator plongea. Il tourna autour du bateau. Reyes haletait. Il sentit son cœur battre dans ses tempes. Il regarda Nate, et dans ce regard, il y avait la vérité. On n'a plus de moteur. On dérive, et l'eau est vivante. Puis, au loin, un bruit. Un moteur. Un autre bateau arrivait. Un voisin, alerté par la radio d'urgence, avait pris un airboat pour les rejoindre. La lumière de son projecteur découpa la nuit comme une promesse. Il arriva vite, cria de s'accrocher, lança une corde, Nate attrapa. Ils attachèrent leur bateau et l'airboat commença à les tirer. Les alligators, dérangés par le bruit, s'éloignèrent lentement, comme des ombres repoussées par un feu. Quand ils atteignirent enfin un endroit sec, Morgan s'effondra à genoux, tremblante. Reyes resta debout, respirant fort, le visage fermé, comme un homme qui vient de voir une chose qu'il ne peut pas expliquer. Nate serra la main du voisin en répétant merci. Le patient, lui, était encore vivant. Ils l'emmenèrent à l'hôpital et il fut sauvé. Plus tard, quand tout fut terminé, Morgan demanda à Reyes « Pourquoi vous n'avez pas paniqué ?» Reyes répondit doucement « J'ai paniqué, mais j'ai choisi de ne pas le montrer. Parce que si je tombe, vous tombez. Et dans cette histoire, au milieu de l'eau noire et des mâchoires, la chaleur est immense. Des soignants qui refusent de laisser un homme mourir, des voisins qui viennent sauver les sauveteurs, et cette vérité simple qui survit à la tempête. L'humain n'est pas toujours le plus fort, mais il peut être le plus solidaire. À minuit, la rivière amazonienne n'avait plus l'air d'une rivière. Elle avait l'air d'une idée, une bande de verre noir posée au milieu d'un monde invisible, un miroir sans reflet, un silence si dense qu'on aurait juré que la jungle retenait sa respiration pour écouter l'eau. Les arbres, gigantesques, se penchaient au-dessus de ce couloir sombre comme des gardiens fatigués. Les insectes faisaient leur musique de fond, oui, mais même cette musique semblait plus lointaine que d'habitude, comme si elle n'osait pas couvrir quelque chose de plus important. L'expédition s'était installée sur une petite langue de terre, un replat boueux qui permettait de poser 2 tentes, une table pliante, quelques caisses étanches et suffisamment de matériel pour se persuader qu'on dominait la situation. Ils n'étaient pas venus pour jouer aux aventuriers, ils étaient venus pour comprendre. Ils avaient des hydrophones pour enregistrer, des capteurs, des carnets, des lampes, des gilets, des cordes. Ils avaient aussi cette confiance discrète des équipes scientifiques, la croyance que la méthode transforme le chaos en données. Le chef d'équipe s'appelait Valeria Moreau, une femme rigoureuse, voix calme, regard droit, habituée au terrain difficile, mais pas habituée à ce que la nature décide de la vitesse. Elle parlait avec une précision presque tendre, comme si chaque détail du monde méritait d'être nommé correctement. Elle répétait à son groupe que l'Amazonie n'est pas un décor, c'est un organisme. Et dans un organisme, on n'entre pas en claquant des doigts. Avec elle, il y avait Marcos, spécialiste du son, qui traitait les bruits de la jungle comme de la poésie technique. Il y avait Sacha, un biologiste à l'optimisme insolent, toujours prêt à plaisanter, comme si l'humour pouvait désamorcer l'angoisse. Et il y avait Lina, une étudiante de 24 ans, brillante, passionnée, dont les mains tremblaient parfois d'excitation, et parfois, sans qu'elle l'avoue, de crainte. Enfin, il y avait le guide. Il s'appelait Amaru. Il venait d'un village en amont, il connaissait les courants, les zones dangereuses, les heures où l'eau change de caractère. Il parlait peu. Son visage restait souvent impassible, mais ses yeux étaient toujours actifs. Il regardait là où les autres n'avaient pas l'idée de regarder. La surface, les berges, les roseaux, les minuscules remous qui racontent des histoires. L'objectif de la nuit était simple sur le papier, observer et enregistrer. Valeria voulait étudier la manière dont les crocodiliens réagissent aux vibrations, aux sons, aux mouvements dans certaines conditions nocturnes. Elle voulait comprendre ce que l'eau porte comme information, ce que l'animal lit dans le fleuve avant même de bouger. Elle répétait que la peur est un mauvais instrument de mesure et que la curiosité
elle, doit être disciplinée. Ils installèrent les hydrophones. Les câbles s'enfoncèrent dans l'eau comme des racines artificielles. Marcos ajusta les niveaux. Sacha griffonna des notes. Lina, lampe frontale éteinte, écrivait au stylo sur un carnet humide parce que Valeria avait insisté. Pas de lumière inutile. La lumière attire. La lumière annonce. La lumière peut transformer un observateur en signal. Au début, tout se passa comme prévu. Les enregistreurs captaient des bruits étranges, des clapotis, des frottements, des basses profondes qu'on ressentait presque dans la poitrine. Amaru levait parfois un doigt, signe que quelque chose passait. Valeria écoutait, concentrée, puis murmurait des hypothèses, comme une professeure parlant à voix basse dans un temple. Puis, sans transition, le fleuve changea de texture. Ce n'était pas visible tout de suite, c'était perceptible, un resserrement du silence, comme si les insectes avaient déplacé leur orchestre. Un oiseau se tut, un autre cria plus loin, puis plus rien. Lina leva instinctivement la tête, sentant que son corps avait compris avant son cerveau. Valeria fit un geste de pause, Marcos retint son souffle, Amaru se mit à regarder l'eau d'un regard plus dur, plus fixe. La surface pourtant semblait toujours lisse, toujours noire, toujours vert. Mais parfois, la dangerosité n'est pas dans l'agitation. Elle est dans une forme de concentration. Le fleuve, à cet instant, n'était pas désert. Il était habité. Lina chuchota, on dirait que ça nous regarde. Sacha étouffa un rire nerveux, prêt à transformer la phrase en blague, mais il s'interrompit, parce qu'Amaru avait tourné la tête vers eux, et son regard n'avait rien de drôle. Amaru murmura, très bas. Ne mettez pas la lumière. Valeria demanda d'un ton contrôlé. Tu vois quelque chose ? Amaru ne répondit pas tout de suite. Il désigna simplement une zone où l'eau semblait plus sombre encore, si c'était possible, près d'un amas de branches. Puis il fit un signe court, non pas une prière, un avertissement. Reculez un peu, ils reculèrent d'à peine 1 mètre, bêtement, comme si 1 mètre pouvait changer la réalité. Mais parfois, 1 mètre suffit à quitter l'axe d'une attaque. Là, à la limite de l'eau, Lina vit le détail. Un point, un reflet minuscule, puis un second, puis... Comme si la nuit s'ouvrait, toute une constellation d'éclats discrets apparut au ras de la surface. Des yeux qui ne bougeaient pas vraiment, mais qui étaient là, fixes, patients. C'était beau et terrifiant, une beauté primitive, glacée, sans émotion. Lina sentit le goût métallique de la peur dans sa bouche. Elle recula encore, inconsciemment. Son pied heurta une caisse. Le bruit sec, petit, ridicule, fut pourtant une cloche dans la nuit. Et le fleuve répondit. Il n'y eut pas de rugissement, pas de grondement, juste une accélération. Une masse sombre jaillit près de la zone où le câble plongeait. L'eau éclata comme une vitre qu'on brise. Marcos sursauta, lâcha un morceau de matériel qui claqua sur la table. Lina, prise par un réflexe stupide, alluma sa lampe frontale. La lumière fut comme une bombe. Tout l'espace se révéla d'un coup, et avec lui, les têtes, les dos, les formes. L'œil de Lina accrocha une gueule ouverte à quelques mètres, puis une autre forme qui glissait sur le côté. Le fleuve n'était pas un fleuve avec un crocodile. C'était un couloir fréquenté. Valeria cria un ordre net. « Éteins !» Mais trop tard. La lumière avait déjà raconté leur position. Et l'animal le plus proche, celui que personne n'avait vu bouger avant, prit sa décision. Il surgit vers la berge. Lina recula brusquement, son talon glissant dans la boue. Elle tomba sur le dos avec un bruit mou, et dans cet instant, son corps comprit que la science n'a plus d'adresse. Il n'y a que la survie. Le crocodile approchait, pas en courant comme un animal terrestre, mais en glissant, porté par l'eau et par sa masse. Son museau fendait la surface, la gueule entr'ouverte. Lina tenta de se relever, mais la boue aspirait. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que la jungle entière pouvait l'entendre. Amaru se jeta vers elle. Il n'avait pas une arme mystérieuse, pas de légende. Il avait une corde et une manière de bouger comme quelqu'un qui a déjà vu cette scène et qui refuse de la rejouer. Il attrapa Lina par l'épaule et la tira, mais la boue résistait. Valeria, sans hésiter, se précipita aussi, attrapa Lina par le bras. Sacha poussa une caisse pour faire obstacle, Marcos prit une perche et frappa la surface pour casser l'approche. Le crocodile sortit partiellement de l'eau. La gueule claqua dans le vide, si près que Lina sentit l'air déplacé. Ce claquement n'était pas seulement un son, c'était une phrase. Une phrase ancienne qui disait « Tout ce qui tombe près de l'eau peut appartenir à l'eau ». Amaru hurla quelque chose dans sa langue, un cri sec, un ordre au monde. Il frappa le museau avec la corde tendue, comme avec une lanière, non pour vaincre, mais pour déstabiliser. Le crocodile hésita une fraction, juste assez pour que Valeria et Sacha arrachent Lina de la boue et la traînent en arrière. Lina glissa sur le sol, haletante, couverte de boue, incapable de respirer correctement. Marcos frappa encore l'eau avec la perche, puis encore, jusqu'à ce que l'animal replonge, irrité, et que la surface se referme. Mais la menace ne disparut pas. Les yeux, partout, restèrent là. Ils se rapprochaient sans
précipitation, comme une pression. La lumière, maintenant éteinte, ne rendait plus que des formes, des silhouettes. Le groupe se regroupa rapidement. Valeria prit une décision froide, abandonner le matériel. Les données n'ont pas de valeur si l'équipe finit dans l'eau. Ils prirent juste le strict nécessaire. Les caisses restèrent, les câbles restèrent, le fleuve allait garder ce qu'il avait touché. Ils se déplacèrent vers la pirogue qui était amarrée à quelques mètres sur une zone moins profonde. Mais même ce trajet était dangereux. Chaque pas vers l'eau était un dialogue avec les mâchoires. Amaru passa devant, Valeria suivit. Sacha soutenait Lina, qui tremblait et avait du mal à marcher. Marcos fermait la marche, frappant parfois le sol avec la perche, faisant du bruit, imposant une présence humaine. Quand ils atteignirent la pirogue, le moment le plus critique arriva. Parce que monter sur une embarcation, c'est se déséquilibrer, c'est offrir une seconde de vulnérabilité. Amaru fit monter Lina en premier, Valeria ensuite. Sacha et Marcos poussèrent pour la pirogue, la faisant glisser. L'eau, soudain, bougea tout près. Une vague courte, un frottement. Lina voulut crier, mais aucun son ne sortit. Amaru donna une impulsion forte, et la pirogue s'éloigna juste assez pour ne plus être à portée immédiate. Un crocodile surgit à la surface, claqua une fois dans le vide, puis resta là, la tête hors de l'eau, comme un juge vexé. Ils pagayèrent sans parler pendant plusieurs minutes. La jungle les regardait. Le fleuve, derrière, semblait redevenu calme, comme si l'attaque n'avait jamais eu lieu. Mais Lina respirait comme quelqu'un qui vient de sortir d'un incendie. Ses mains étaient rossées crispées sur le rebord de la pirogue. Valeria gardait une main sur son épaule, non comme une étreinte, mais comme un ancrage. Quand ils atteignirent leur camp plus haut, sur une zone plus sèche, Lina s'effondra. Pas d'une manière théâtrale, d'une manière humaine. Elle se mit à pleurer, silencieusement d'abord, puis plus fort, comme si son corps devait expulser la peur par les yeux. Sacha s'assit près d'elle, maladroit, et posa sa gourde à côté. Marcos resta debout, regardant ses mains, choqué d'avoir senti la fragilité de son métier. Valeria, enfin, parla avec une douceur étonnante. Elle ne gronda pas Lina pour la lampe. Elle ne la traita pas d'imprudente. Elle dit seulement « Ce fleuve n'aime pas être éclairé de force. Il faut apprendre son rythme, pas lui imposer le nôtre. » Amaru, assis un peu plus loin, murmura « Ici la lumière, c'est un appel. » Et malgré ce qui aurait pu être un drame total, il y eut une chaleur dans la suite. Le groupe ne se dissout pas, il se resserra. Ils préparèrent du thé chaud avec de l'eau filtrée. Ils resteront ensemble jusqu'au matin, chacun surveillant l'autre. Valeria écrivit dans son carnet, pas des données, mais une phrase qui ressemblait à une éthique. La première science, c'est de revenir vivant. Lina, plus tard, regarda Amaru et dit d'une voix faible « Merci ». Amaru hocha la tête, comme si remercier était inutile. Dans la jungle, on survit en se tenant. Et cette nuit-là, le fleuve resta un fleuve de verre, mais le groupe comprit que le verre, parfois, est la peau d'une gueule. Au Mozambique, certains fleuves ont deux noms. Un nom officiel, écrit sur les cartes, prononcé par les administrations, répété par les touristes. Et un autre nom, murmuré dans les villages, transmis par les anciens, porté par des histoires qui ne cherchent pas à convaincre, seulement à prévenir. Le second nom de cette rivière-là était simple et dérangeant, la rivière des esprits. Pas parce que les gens y voyaient des fantômes dans l'eau, mais parce que le fleuve avalait parfois des vies sans bruit, puis continuait de couler comme si la disparition n'avait jamais existé. Le spirituel, ici, n'était pas une décoration mystique, c'était un constat. Il y a des forces qu'on ne négocie pas. Le jeune ranger s'appelait Thomas Mukavel, 27 ans, un homme du pays, solide, droit, avec une ambition claire, protégé. Il avait rejoint le service parce qu'il voulait préserver les zones naturelles contre le braconnage, parce qu'il voulait que les enfants de son village puissent grandir en sachant que la terre n'est pas seulement un endroit où l'on prend, mais un endroit que l'on garde. Thomas était aussi rationnel. Il respectait les légendes sans les confondre avec des faits. Il disait souvent aux autres rangers que les histoires sont utiles parce qu'elles codent des dangers réels. Quand les anciens parlent d'un crocodile fantôme, il entendait un crocodile vieux, énorme, intelligent, qui a survécu à des pièges, qui a appris. En 2025, plusieurs incidents remontèrent. Des chèvres prises au bord, des chiens disparus, des marques sur des pirogues, puis une rumeur plus lourde. Un homme emporté en traversant à gué, un autre blessé près d'un point d'eau. Chaque récit avait sa part de confusion, mais tous pointaient la même zone. Un coude du fleuve, où le courant ralentit et où la berge est traîtresse. Thomas décida de vérifier, pas par arrogance, par responsabilité. Il voulait comprendre ce qui se passait avant que la peur ne pousse les habitants à faire des choses risquées, avant qu'un enfant s'approche trop près, avant qu'une panique collective ne transforme la rivière en champ de guerre.
Il travailla avec un ancien, Matthäus. Matthäus avait 60 ans, le visage marqué par le soleil et une façon de regarder l'eau qui ressemblait à une prière silencieuse. Il avait perdu un cousin dans ce fleuve quand il était jeune. Il n'aimait pas parler du passé, mais il aimait protéger les vivants, alors il accepta d'accompagner Thomas. Ils partirent à l'aube. Le ciel était pâle, la chaleur pas encore lourde. Thomas portait une caméra thermique et quelques outils. Une corde, une lampe, un petit kit de premiers soins. Matthäus portait un bâton long, une machette et surtout, une expérience qui ne se mesure pas en années, mais en cicatrices. Quand ils arrivèrent au coude du fleuve, Matthäus s'arrêta. Il ne dit pas « ici », il ne dit pas « danger ». Il se contenta de faire ce geste que font les hommes qui ont appris, un geste de ralentissement. Il fit signe à Thomas de ne pas avancer trop vite. La rivière semblait tranquille. L'eau coulait lentement. La berge était couverte d'herbe et de boue sèche par endroits. On aurait pu croire que les histoires étaient exagérées. Mais Matthäus montra les traces. Des glissades dans la boue, des empreintes larges, des marques comme des passages répétés. Et surtout, un détail. Une zone de végétation aplatie, comme si quelque chose de très lourd avait l'habitude de venir s'y coucher. Thomas alluma la caméra thermique. Le petit écran montra d'abord des formes banales. La chaleur des pierres, la tiédeur des buissons. Puis, sur le bord de l'eau, une masse plus froide, plus dense, se dessina. Un corps, allongé, immobile. Thomas sentit une excitation monter. Pas une joie, une excitation professionnelle. Il allait enfin comprendre. Il s'approcha un peu, Matthäus posa une main sur son bras, l'arrêtant. Thomas chuchota. « Je veux juste confirmer. » Matthäus murmura. « Tu ne confirmes pas un roi dans sa maison, tu le respectes. » Thomas hocha la tête, mais son regard restait accroché à l'écran. La forme bougea, lentement, comme si elle n'avait pas besoin de se presser. Thomas sentit un frisson loin dans sa nuque. Il avait vu des crocodiles. Il en avait déjà observé. Mais celui-là avait une taille qui semblait presque exagérée. Une masse qui donnait l'impression que le fleuve, ici, avait un propriétaire unique. Ils restèrent en retrait. Thomas filma, zoomant, ajustant. Il voulait une preuve pour justifier des mesures, pour alerter, pour protéger la population. Il voulait pouvoir dire « Nous savons, nous agissons ». Et c'est là que survint le premier piège. Le sol, la berge semblait sèche, mais sous la croûte, il y avait de la boue humide. Thomas fit un pas de côté pour améliorer l'angle et sa chaussure s'enfonça. Pas beaucoup, mais assez pour le déséquilibrer. Il voulut se rattraper et son deuxième pied glissa. Il tomba sur un genou. Le bruit, pourtant minime, fut un coup de gong. La masse dans l'eau réagit, pas comme un animal surpris, comme un animal qui attendait une excuse. Le crocodile glissa vers le bord avec une vitesse qui contredisait sa lourdeur. L'eau se plissa, puis s'ouvrit. Thomas, encore au sol, sentit son cœur exploser dans sa cage thoracique. Il tenta de se relever, mais la boue collait. Matthäus cria. Pas un cri de panique, un cri d'ordre. « Thomas, maintenant !» Matthäus attrapa la corde, la lança vers Thomas. Thomas saisit la corde, tirant de toutes ses forces pour se sortir de la boue. Matthäus tira aussi, comme un homme qui arrache un frère à une tombe. Thomas se releva, mais son pied glissa encore. Il vit la gueule s'ouvrir, il vit les dents, et dans cette vision, il comprit la vérité la plus brutale. Il n'avait pas le temps d'être un rangé, un professionnel, un brave. Il avait le temps d'être vivant. Il s'arracha en arrière. La gueule claqua là où sa jambe avait été une seconde plus tôt. Le crocodile sortit davantage, poussant son corps hors de l'eau avec une puissance ancienne. Il n'était pas en train de chasser comme une bête affamée. Il était en train de défendre un axe, une zone, une habitude. Thomas avait été une intrusion. Matthäus frappa le sol avec son bâton très fort. Il fit du bruit, beaucoup de bruit. Il cria, encore. Thomas recula, trébucha, se redressa. La caméra thermique tomba dans la boue. Thomas voulut la récupérer par réflexe, mais Matthäus hurla un « non », si violent que Thomas se figea une fraction et comprit « on ne récupère pas un objet au prix d'une vie ». Ils coururent, pas en ligne droite vers l'eau, mais vers une zone plus haute, plus sèche, où les racines des arbres offraient un sol plus stable. Thomas sentait son souffle se couper. Matthäus courait étonnamment vite pour son âge, tirant Thomas par la corde comme si cette corde était le dernier lien avec le monde. Derrière, l'eau bougea. Le crocodile suivit sur quelques mètres, puis s'arrêta. Thomas, haletant, se retourna et vit la silhouette, la tête hors de l'eau, immobile, regard fixe. Le crocodile ne semblait pas vaincu, ni pressé. Il semblait sûr de lui, comme si le fleuve venait de dire « Je te laisse partir cette fois ». Thomas s'écroula. Il s'assit dans la boue sèche, tremblant, la gorge brûlante. Il regarda Matthäus avec des yeux humides, honteux et reconnaissants à la fois. Matthäus, lui, respirait fort, mais son visage restait dur. Thomas murmura « J'ai failli ». Matthäus répondit sans douceur « Tu as failli parce que tu as cru que l'autre devait une logique ». Ils restèrent là longtemps.
Puis Thomas se leva, lentement, et ils retournèrent vers le village, plus prudemment, par un chemin plus haut. Au village, la rumeur courut vite. Thomas avait vu l'esprit. Les anciens vinrent le voir, pas pour se moquer, pour écouter. Thomas ne parla pas en termes mystiques, il parla en termes de faits. Un gros crocodile, une zone, un danger. Il proposa des mesures simples, déplacer le passage, installer un point d'eau plus sécurisé, faire des rondes. Il expliqua que la caméra avait été perdue et il ajouta, la voix serrée. Alors cela coûtait moins cher que ma jambe. Et ce qui rend cette histoire chaleureuse malgré sa brutalité, c'est ce qui suivit. Le village ne laissa pas Thomas seul avec sa honte. Les gens lui apportèrent de la nourriture. Un homme répara sa botte. Des jeunes l'aidèrent à tracer un nouveau chemin pour éviter la berge dangereuse. Mattheus, le soir, s'assit près de Thomas et lui donna un conseil simple. « Demain, tu retourneras travailler. Pas pour prouver que tu n'as pas peur, mais pour prouver que tu peux apprendre. » Thomas acquiesça. Il n'était plus le même. Il n'était pas cassé. Il était affûté. Et dans les semaines qui suivirent, aucun enfant du village ne s'approcha de ce coude du fleuve. Les familles prirent les nouveaux chemins, les rangers installèrent des limites. La rivière continua de couler, indifférente. Mais la communauté, elle, avait transformé une presque tragédie en protection. La rivière des esprits n'avait pas perdu. Elle avait rappelé une leçon. Et Thomas, vivant, portait désormais cette leçon dans sa démarche. Au bord de l'eau, la bravoure n'est pas de s'approcher, c'est de savoir reculer ensemble.